Professeur Jourdan, merci et merci pour cette belle introduction d'un sujet crucial à la fois pour nous-mêmes, pour la population générale et puis pour notre planète. Et merci également à notre étudiante d'avoir aussi bien positionné le débat. Donc, je dois en 6 minutes, en gros, c'est 2 fois ma thèse en 180 secondes, donc quelque chose d'assez rapide, et pour vous présenter 4 idées forces, avant tout sur, bien entendu, le sujet One Health, une seule santé. Donc, tout d'abord, une sorte de, pas des définitions, mais des points qui vont un petit peu circonscrire un petit peu ce concept de One Health. C'est d'abord une interconnexion, ça c'est le mot majeur, une interconnexion entre la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes. Ça, je crois que c'est vraiment à mettre en exergue. Et puis, en plus de cela, il y a également une interdépendance entre les êtres vivants et l'environnement. Là encore, c'est quelque chose de plutôt novateur, mais on verra que cette notion a été quand même relativement récurrente dans les années qui nous précèdent. Et ce concept porte également attention à toutes les vulnérabilités et pas simplement au niveau de l'être humain, mais surtout les êtres vivants et non vivants. Donc, en quoi ce concept nous intéresse-t-il vraiment? C'est qu'il vise finalement à préserver avant tout notre planète, notre village global. Ça veut dire vivre en harmonie avec plus de justice sociale, plus de justice sanitaire et plus de justice territoriale. Et puis, comme on l'a connu encore récemment, c'est faire face à des problématiques majeures, et je pense notamment donc aux risques sanitaires en lien avec l'effondrement de la biodiversité et puis également tous les problèmes qui se posent en termes climatiques, bien entendu. Alors, ce concept de One Health rentre dans une stratégie globale de santé globale, parce qu'il met à la fois l'accent sur la convergence entre les problématiques de santé classiques, les virus émergents, l'antibiorésistance, les maladies chroniques, mais il intègre également les déterminants de la santé. On peut penser à différentes choses, le tabagisme, l'environnement lui-même, la nutrition, etc. Et tout ceci à un niveau mondial. C'est pour ça qu'on parle également, vous le verrez, en plus de One Health, on parle d'éco-santé, mais on parle également de planète santé. Donc voilà, ça c'est le premier point pour un petit peu situer la problématique. Le deuxième point, c'est pour dire que cette approche holistique a toujours existé. On peut même dire qu'elle existait même très très anciennement, puisqu'on peut voir que le philosophe grec Hippocrate, alors Hippocrate qui est quand même une personnalité importante pour les médecins bien entendu, traite de la santé humaine, de la santé animale dans un traité sur l'eau, l'air et les sols, ce qui est quand même étonnant à cette époque-là. Et les risques sanitaires sont connus de longue date, puisque la transmission des maladies infectieuses transmissibles de l'animal à l'homme sont connues depuis longtemps. N'oublions pas que 60% à 70% des maladies transmissibles viennent de l'animal. Un petit point à rappeler qui est un petit peu un clin d'œil, le film de Jane Campion, ça ne s'invente pas, en 2021, avait trait à la maladie du charbon et s'intitule The Power of the Dog. C'est un film tout à fait passionnant à revoir. Et puis, cette coopération entre les professionnels a été relativement bien tissée jusqu'au 19e siècle. Pour preuve, les travaux Pasteur et d'autres, bien entendu, qui ont abouti au vaccin de la rage, vaccin contre la tuberculose bovine. On voit, il y a eu vraiment des études très fortes jusqu'au 19e siècle. Et ensuite, ça s'est un petit peu distendu parce que hyperspécialisation de la médecine, tant humaine que vétérinaire, mais également tout ce qui concerne l'environnement. Donc, ça s'est un petit peu distendu. Ce lien a été retissé dans les années 80 et donc des personnalités ont participé, je crois qu'on peut les citer, en oubliant bien d'autres, bien entendu, mais Rachel Carson aux États-Unis, le professeur René Dubos ont participé vraiment à cette prise de conscience de santé globale.
Et puis l'écologie politique, bien entendu, dans les années 80, avec ses différents courants, a repris également cette ambition de développer One Health et cette santé globale. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi remarquer que c'est quelque chose qui est repris au niveau international, un emploi international repris par les institutions et par les pays, comme cela n'a jamais été à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Donc ça, je crois que c'est un fait important. Et puis, bien entendu, One Health relève de politiques publiques. Il suffit de voir notamment en 2022 l'avis du Conseil scientifique sur le Covid, également pour la recherche, pour développer la recherche sur les maladies infectieuses, mais également l'avis des différentes académies, médecine, vétérinaire, pharma, Académie des sciences, également, alors là, cela date de fin 2021, pour développer la recherche dans le domaine des maladies infectieuses. Donc ça, donc après la définition, après la partie vraiment récurrence holistique, on arrive maintenant aujourd'hui par rapport à la pandémie que nous avons vécue, en quoi One Health peut changer un petit peu les choses au niveau des politiques de pays. Donc, plusieurs points, à la fois il est nécessaire d'avoir une gestion qui soit beaucoup plus globale, alors que il est vrai que les politiques ont été plus un petit peu divergentes sur certains points dans le traitement de la pandémie. Donc l'approche One Health doit être une façon de gérer un petit peu cette nouvelle gestion en commun pour le bénéfice à la fois commun et le bénéfice individuel. Donc ça veut dire une gestion holistique, ça veut dire plus de prévention, qu'elle soit primaire, secondaire, tertiaire, mais c'est la prévention, c'est être prévenu, mais c'est aussi être prévenant vis-à-vis de l'autre. Et puis ensuite, c'est la préparation, c'est la gestion des stocks, c'est la place des professionnels et quelle réponse on donne à cette problématique de maladies infectieuses émergentes. Et puis, se rajoutent à cela des mesures d'urgence, à savoir l'atteinte aux libertés, et ça a été bien géré pendant la période de pandémie, on a été bien parlé de cette atteinte à la liberté, hein. Et puis la place de la communication qui doit être bien descendante, bien comprise, bien étudiée, et puis problème de la résilience, autrement dit, avoir également un retour d'expérience sur ce qui a été vécu pendant la pandémie. Un exemple pratique, c'est Présode, qui place la recherche vraiment santé animale, humaine et l'environnement au cœur de la recherche, de la surveillance, de la détection, et donc avant tout dans les épidémies zoonotiques. Et enfin, le quatrième point, en essayant de ne pas déborder le temps qui m'est attribué, c'est les priorités affichées qu'on peut dire aujourd'hui, qui se résument en trois. Un problème de recherche fondamental, on va le voir, la formation et également la sensibilisation. La recherche, c'est avant tout la recherche contre la résistance microbienne. Nous y sommes exactement. Il y a très peu de nouveaux antimicrobiens développés, très peu de recherche, donc nécessité d'incitation. Il ne faut pas oublier un chiffre très important et qui doit vraiment nous faire mesurer l'importance de la recherche de ces antibiotiques et la recherche contre la résistance aux microbes. C'est qu'en 2050, il est prévu qu'il y ait 10 millions de morts par an dues à la résistance aux antibiotiques. 10 millions de morts par an en 2050. Donc, je crois que le problème est bien posé sur le problème d'antibiorésistance. Donc, à la fois des incitations de type PIA, des programmes européens, des programmes nationaux, tout cela doit être développé pour faire sortir de nouveaux antibiotiques qui soient efficaces et sur le long terme. Donc, compte tenu, alors ça c'était donc la recherche, sur la formation, compte tenu de cet aspect global et intégré de One Health, il a été créé des écoles universitaires de recherche en maladies infectieuses, des EUR-MIE, comme on dit, alors deux notamment, une portée par Lyon 1 et l'autre portée par Paris-Cité. Et puis, également, à citer 2 points, je n'insisterai pas pour ne pas aller au-delà, c'est une recommandation de la Commission d'avril 2023 sur la formation, notamment à la résistance aux antimicrobiens, et puis également la résolution du Parlement européen, encore plus récente, puisqu'elle vient de sortir le 24 mai 2003, là également sur la résistance aux antimicrobiens. Ensuite, après la recherche,
après la formation, c'est la sensibilisation du public. Cette sensibilisation du public, elle est très importante. Elle passe par une communication directe, par des communications grand public et donc sur des campagnes très larges et toujours pareil sur la résistance aux antimicrobiens. Et donc, agir, par exemple, sur des points précis comme l'hygiène des mains, comme la consommation raisonnée des antibiotiques, pas seulement sur les êtres humains, bien entendu, mais c'est également sur les animaux. C'est un gros problème. Donc, tout ça à l'échelon national, à l'échelon international. Et puis, en guise de conclusion, je crois qu'on peut dire que One Health, c'est quoi? C'est habiter le monde dans une démarche de santé durable pour tout le monde. Et pour reprendre en 3 mots, un petit peu plus, 4 ou 5 d'ailleurs, une phrase d'Alexandre Robert, qui est professeur d'écologie au Muséum d'histoire naturelle et notamment travaillant sur les espèces menacées. One Health, c'est quoi? C'est faire corps pour notre santé planétaire. Je vous remercie pour votre attention.